Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode numéro 3 de Gegege no Kitaro, le fameux animé remplaçant de Dragon Ball Super sur Fuji TV au Japon. Ne vous inquiétez pas pour le titre que j'ai mis à cette vidéo-là, je vais bien sûr vous l'expliquer par la suite, pourquoi est-ce que j'ai mentionné Zamasu et tout ça, vous allez très vite comprendre. Mais déjà, la première chose à vous dire, la première réaction par rapport à l'épisode, c'est que c'est toujours aussi bon que les deux premiers, mais j'ai senti qu'il y avait un petit peu, je vais pas dire un changement de style, mais il y avait quand même une autre manière d'approcher le scénario qui était raconté dans cet épisode-là. Alors on garde quand même l'archétype des épisodes précédents, c'est-à-dire un tout petit peu d'histoire de fond, ou de mystère de fond je devrais dire, parce que l'histoire de fond n'a pas évolué ici, tout en ayant une nouvelle intrigue qui sera spécialisée et dédiée en fait à cet épisode-là. Et qui sera bien sûr réglé à la fin, vous vous en doutez. Donc à ce niveau-là, par rapport aux deux premiers épisodes, vous ne serez pas dépaysé. Par contre, oui, le style a changé, c'est-à-dire que le mystère qui pouvait être ambiant dans les deux premiers épisodes, il a pris un petit peu de recul, je trouve, dans celui-ci, pour laisser la part belle à l'action. Franchement, c'était vraiment bourré d'action dans cet épisode-là. Toujours un petit peu en début d'épisode, c'est toujours l'enquête pour savoir quel yokai vient de se révéler, vient d'être décédé ou ce genre de choses, ou fout la merde pour parler en des mots clairs. Mais une fois que cette étape-là a été réalisée dans l'épisode, eh bien disons qu'on tournait moins autour du pot par rapport à l'identité des personnages ou des ennemis ou quelque chose comme ça. En même temps, par rapport aux personnages principaux, c'est normal, étant donné que maintenant on commence à les connaître au bout de 2 épisodes, en se rappelant bien sûr que Gegege no Kitaro est une série commémorative pour fêter les 50 ans de la série. Donc on est quand même, si on se met à la place des Japonais, censé les connaître. Donc c'est normal aussi que voilà, la phase d'approche des personnages ne dure que 2 épisodes et que là, la série arrête un petit peu de faire des présentations et passe justement dans plus d'action. Ça se comprend. Au final, l'histoire, c'est quoi? Alors déjà, rapidement, par rapport à l'intrigue principale, il y a une espèce d'ennemi mystérieux. Vous vous rappelez qu'il avait planté une flèche avec le signe du démon, vous vous rappelez à la fin d'épisode 1, sauf que ça n'avait pas marché à cause de la veste faite d'énergie spirituelle de Kitaro. Eh bien, celui-là, il rôde toujours. On comprend qu'il est un petit peu à l'origine des petites menaces qui font face à l'équipe de Kitaro en ce moment, mais lui-même n'est pas encore prêt ou ne veut pas se battre contre les héros pour le moment. Peut-être n'est-il pas prêt, peut-être veut-il le tester, peut-être veut-il ne pas se salir les mains, mais on ne sait pas vraiment. En tout cas, un plan se prépare, ça a été mentionné dans cet épisode-là. Les héros ont dit, mais que peut-il bien préparer cette personne mystérieuse qui nous envoie tout ça à la gueule? Mais au final, on ne sait pas plus. On le voit apparaître pendant quelques secondes, rien de plus non plus, pour nous rappeler qu'il existe toujours, mais sans rien nous en révéler. C'est un petit peu bizarre, parce que sous cette allure-là, un petit peu avec cette cape, ce masque et tout, j'ai l'impression que c'est un humain, en tout cas de taille, hein, mais la manière de se déplacer ne ressemble pas à un humain, on dirait qu'il vole un petit peu. Là, je pense pas que ça va parler à beaucoup de monde, mais si vous connaissez Belphégor, le fantôme du Louvre, si vous connaissez cette œuvre-là, ça me fait un petit peu penser à la façon de se déplacer de Belphégor, donc je me doute que c'est un yokai, mais avec des allures humanoïdes ou un petit peu humaines physiquement, c'est l'impression que ça m'a donné. Après, pour l'intrigue qui était dédiée et liée à cet épisode-là, alors vous vous en doutez, l'archétype des 2 premiers épisodes a été repris, un monstre, donc un yokai, peu importe, un petit peu comme vous voulez, va se ramener. Cette fois-ci, il n'était pas vraiment seul parce qu'il était assisté de 2 autres, mais la légende que l'on explore dans cet épisode-là, c'est principalement celle du Tantanbo, et cette fois-ci, pour cette review, les devins, je me suis renseigné, et oui, les yokai qui sont amenés, en tout cas les menaces yokai qui sont amenées dans cet anime Gegege no Kitaro, sont bel et bien basées sur des légendes de yokai dans la vraie vie au Japon. Et par exemple, grâce à la page Wikiya de Gegege no Kitaro, eh bien on nous dit que le Tantanbo est basé sur le Okamuro, qui pourrait se décrire comme étant le grand chauve, un yokai qui a une tête géante, en forme de tête géante, qui viendrait de Tokushima et de l'île Sado. Et on nous dit alors que quand quelqu'un entend un bruit en dehors de leur maison, eh bien ils vont ouvrir les portes coulissantes, vous savez les fameuses portes à la japonaise qui coulissent, on en a aussi en Europe, mais c'est très populaire dans les maisons en bois, un petit peu façon de temple et tout ça au Japon, d'avoir ces trucs qui coulissent, tu vois. Et dès que tu ouvres la porte, collée à toi, tu vois la tête géante du Okamuro, donc sous-entendu du Tantanbo. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode-là, les devins? Eh bien, à un moment, dans une phase du combat, il y a eu le petit clin d'œil qui a été fait. Tout simplement, Kitaro était en plein combat face au Tantanbo, et il a ouvert justement une porte coulissante, son père lui a dit « fais attention », et il s'est retrouvé nez à nez avec la tête géante du Tantanbo, ou plus communément connu sous le nom de Okamuro. Ils reprennent un petit peu ces mythes et légendes japonais, je trouve que c'est cool justement. Au final, même si le jeune japonais, tu lui dis pas que c'est historiquement, enfin, légendairement correct plutôt, parce que c'est pas historique, mais en tout cas que le mythe est repris, eh bien, au moins, d'une certaine manière, sans même le savoir, il le sait, et je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. En termes de culture générale, ça lui parlera aussi. Même s'il sait pas exactement de quoi on lui en parler, plus tard, il pourra se faire une représentation. Donc c'est cool, parce que c'est pas mené de manière saoulante, façon documentaire, tu vois. Enfin, les documentaires sont pas saoulants, mais vous m'avez compris.
C'est pas le but d'un animé japonais diffusé à ces horaires-là de l'auto-animation de faire du docu. C'est pas la même chose. Et sinon, on nous dit que bon, ce Tantanbo, normalement, il ne vit que pour surprendre les humains et il quitte les lieux sans blesser personne. Bon, là, dans le dessin animé, vous avez vu que c'était pas pareil par contre. En même temps, si la menace ne blesse personne, c'est un petit peu difficile de faire un épisode et de justifier pourquoi tu vas le combattre. Donc ça se comprend scénaristiquement parlant. Et on nous dit que dans certaines zones, il est même considéré comme ayant une forme de tanuki. Le tanuki, c'est un animal. Là, ce n'était pas le cas. Il avait vraiment la tête de gros chauve, une grosse tête chauve, quoi. Et donc c'était ça, la menace de l'épisode. Donc je trouve que c'est cool justement d'avoir ces petits points un petit peu mythologiques, si je peux le dire comme ça, hein. Et cet épisode-là a développé des points très intéressants, je trouve, dans son scénario. Alors bien sûr, et là je vais en venir au titre de ma vidéo, pourquoi est-ce que j'ai parlé de Zamasu ? Eh bien, les motivations du Tantanbo, quelles sont-elles ? Eh bien, ce fameux Tantanbo, qui est donc autre chose que quelque chose d'humain, hein, c'est une autre création. J'essaie de faire le parallèle avec Zamasu. Zamasu n'était pas un humain, il était un dieu. Et donc, il y a le parallèle qui se fait par rapport aux humains. Sachant que ce monstre, le Tantanbo, n'est pas une divinité, mais c'est un truc un petit peu mystique, avec des pouvoirs, machin, de l'énergie spirituelle. Et du coup, ce Tantanbo était scellé depuis longtemps, et une fois qu'il a été décellé, il s'est rendu compte d'une chose, eh bien, c'est tout simplement que le monde a changé dans le mauvais sens, que les humains ont fait n'importe quoi de la Terre, du monde, etc. Et ce Tantanbo trouve que normalement, eh bien, le monde devrait appartenir plutôt et devrait être dirigé par les yokai, et son plan est d'exterminer complètement les humains, les mortels, car il ne veut plus tolérer leur existence, il trouve que la cohabitation n'est pas possible, et que laisser les humains dans ce monde-là, eh bien ça ne va mener justement qu'à la fin du monde tel qu'il le connaît, tel qu'il l'a aimé, et surtout ce qu'il n'aime pas, c'est aussi le fait que les humains réfutent l'existence des yokai, c'est-à-dire, vous vous rappelez, dans les 2 premiers épisodes, on nous disait qu'en fait, eh bien, les yokai ne sont pas visibles aux yeux des humains, sauf s'ils y croient. Et dans ce cas-là, le contact est possible. Et comme tous les humains, enfin la grande majorité, n'y croient pas, eh bien personne ne les voit, et c'est comme s'ils vivaient dans un espèce de monde parallèle sur la même planète, de dimensions parallèles, mais attenant la même planète. C'est un petit peu bizarre ce que je dis, mais vous me comprenez dans l'idée. Donc, ils n'aiment pas être mis à part comme ça, ils n'aiment pas être rejetés, et en plus, ils n'aiment pas ce que font les humains, les mortels, sur cette planète-là. Il trouve qu'il la désagrège, etc. Quand Kitaro lui dit alors ton plan est d'exterminer complètement les humains, il lui dit oui, en effet, c'est ça mon plan. C'est quasiment à 90% du Zamasu. Zamasu ne supportait plus les humains, les mortels, enfin appelez-les comme vous voulez, et son plan c'était le plan d'éradication des mortels. Il trouvait que seuls les dieux, et encore pas forcément tous les dieux, parce qu'il s'est pas gêné de tuer la plupart des Kaioshin et des Akaishin dans notre timeline, devaient aussi dégager. Le Tantanbo est quand même un petit peu plus réfléchi que Zamasu dans le sens où les yokai, il leur veut pas trop du mal, d'après ce que j'ai compris. Mais il y a quand même cette idée que le vivre ensemble n'est pas possible, que la cohabitation ne mène à rien, au contraire ça ne mènerait qu'à la destruction du monde et des valeurs actuelles, qu'il juge comme étant qualitatives mais en perdition. Il y a un énorme parallèle qui peut se faire désormais par rapport au personnage de Zamasu, ou Gatai Zamasu ça revient au même. Surtout que de l'autre côté, tu as une équipe, dans DBZ c'était la Team Z, vous vous en doutez, Goku et compagnie, et là c'est Kitaro et les autres qui lui disent « Je refuse ton plan ». Kitaro s'érige un petit peu comme un mix entre Goku et Mirai Trunks, il lui dit « Je refuse ton plan », et il lui dit « Moi aussi ça m'énerve que les humains réfutent l'existence des yokai, qu'il n'y a pas forcément de vivre ensemble et tout ça, mais justement je me bats pour qu'il y ait un vivre ensemble, je ne me bats pas pour qu'il y ait que du vivre entre yokai, comme Zamasu pourrait se battre pour vivre qu'avec lui-même ou qu'avec quelques dieux à la limite, bon. On sait que Zamasu voulait rebâtir les bases d'un nouveau monde, il voulait pas détruire les planètes, hein, Zamasu, donc supposément qu'il aurait créé d'autres dieux par la suite, qui seraient à son service. À terme, je pense que Zamasu voulait devenir le nouveau Zeno, hein, vous me direz en zone commentaire. Et la leçon de morale qui était très belle de l'épisode, c'est qu'au début de l'épisode, il y a eu justement la relation entre Mana, la fille qui accompagne Kitaro, qui voulait continuer de l'accompagner, mais Kitaro l'a repoussé. Kitaro le repoussant, bon bref, c'était pas un jeu de mots, mais bon, c'est bien tombé. Mais ce que je veux dire, c'est que Kitaro lui a dit non, humains et yokai ne sont pas faits pour collaborer, tu m'as aidé donc je vais te rendre le service d'enquêter sur la disparition d'enfants, parce que oui, le Tantanbo, eh bien justement cette fois-ci, pour mener à bien son plan d'extermination, il veut ramener le château des yokai, et grâce à ce fameux château des yokai, le Tantanbo pourra puiser sa puissance dedans, mais aussi en quelque sorte son immortalité. Immortalité, Zamasu. Donc là, il n'y a pas de Super Dragon Ball ou quoi que ce soit, mais il y a quand même le château qui permet au Tantanbo de rester immortel et d'avoir une puissance qui est quand même nettement décuplée. Lui et ses deux amis, je sais plus ce que c'est, ça doit aussi renvoyer ses deux autres yokai avec une tête de serpent et tout ça. Ça doit aussi renvoyer vers quelque chose en mythologie, mais on va pas non plus faire nous-mêmes du documentaire. Je vous disais que ça serait un petit peu chiant que ça le soit. Alors je vais pas commencer à faire des reviews documentaires à 100%. En début d'épisode, le personnage de Kitaro repousse l'humaine. Au final, il est confronté au Tantanbo qui est beaucoup plus extrême, en fait, que Kitaro lui-même, et il se rend compte, Kitaro, et ça lui fait ressortir sa vraie nature, comme quoi il faut vivre ensemble.
même si les yokai et les humains sont visiblement et fondamentalement différents, eh bien le vivre ensemble est quand même à privilégier, même si c'est une œuvre très dure et très difficile à faire. Pourquoi ? Déjà parce que les yokai ont des pouvoirs bizarres aux yeux des humains, tu vois, une apparence qui leur est aussi étrange et des comportements étranges. Un gros monstre qui t'attend devant ta porte pour te faire peur, c'est étrange. Mais de l'autre côté, Kitaro est convaincu, et Mana aussi, que ce petit monde peut interagir ensemble, peut se connaître. Alors je ne sais pas si à la fin de Gegege no Kitaro, est-ce qu'il y aura vraiment tous les humains qui verront le yokai, j'en doute un petit peu, ça serait un petit peu abusé dans la série, mais je trouve que le message est beau, parce que on revient encore à la même chose, les animés, c'est fait pour, enfin les shonen, neketsu en animé, c'est fait pour un public cible, les jeunes garçons particulièrement, et les jeunes de manière générale, et là tu leur apprends une belle leçon, c'est-à-dire que dans cet animé-là, déjà, tu leur fais comprendre que les êtres humains ne sont qu'un seul bloc. Là, il n'y a plus d'histoire de race. Là, on oppose le genre humain à un genre non humain, les yokai. Ça veut dire qu'on dépasse carrément les histoires de race ou pas de race, de pays, de nationalité, de religion, quoi que ce soit. Là, l'être humain, on le perçoit comme un bloc. Donc déjà là, la question se pose dans une sphère supérieure de réflexion. Donc tu n'opposes pas des humains à des humains. Premier message, ne pas opposer les humains ensemble. Mais en plus, eh bien, le petit japonais qui va regarder cet épisode-là, s'il se posait des questions sur le vivre ensemble, sur les races, sur les nationalités, il est peut-être que sur son ordinateur ou la tablette de son père, je sais pas quoi, il a vu qu'en Europe, en Occident, on n'a pas forcément les yeux bridés comme les Asiatiques. Enfin bon, je vous dis ça au hasard, mais vous savez, dans la tête d'un enfant, c'est un peu comme ça qu'on perçoit la vie, tu vois. Dans certains pays, il va y avoir la peau très mate, dans certains pays, il y a la peau très claire, très pâle, etc. Bon. Et c'est à cet âge-là, justement, qu'il faut faire comprendre aux jeunes enfants que l'être humain n'est qu'un seul. Il n'y a pas une race qui est supérieure à l'autre, qu'il n'y en a pas une qui est inférieure à l'autre, il n'y en a pas une qui est meilleure ou pire. Les cons, il y en a partout, les gens bien, il y en a partout, peu importe le sexe, l'âge, la religion, peu importe. Et c'est ça qu'il faut transmettre comme valeur aux jeunes, justement le plus tôt possible, sans forcément leur bourrer le crâne et les emmerder avec ça, mais il faut le faire. C'est pas un devoir, c'est pas une responsabilité des animés, mais s'ils le font, c'est quelque chose que j'applaudis, sincèrement. Et là, le message, il était là, parce qu'au final, cette histoire entre yokai et humains, tu peux la transposer dans notre monde. Combien de peuples dans notre terre à nous, là, en ce moment même, s'opposent ? Eh bien, justement, tu pourrais transmettre ce message-là en voulant dire, ça sert à rien. C'est peut-être plus dur de travailler à la cohabitation que de travailler à la désunion, mais c'est quand même meilleur pour l'évolution du genre humain de travailler pour la plus dure des tâches, c'est-à-dire celle de l'union. Donc vraiment, j'ai beaucoup apprécié le message qui était là, il était clair, sans être moralisateur, et ça faisait plaisir. Sur la base d'intrigues que l'on connaît déjà, mais grâce au mystère et tout ça, même si c'était beaucoup plus action, mais le mystère quand même aidait beaucoup. Et sinon, après, dans les autres éléments de l'épisode, bon, ben l'action, je viens de vous le dire, elle était quasiment omniprésente et elle était très appréciable, c'est-à-dire qu'on a repris un petit peu les classiques de ce qui a pu se faire les épisodes précédents, la fameuse sandale télécommandée, les cheveux en pique et tout ça, mais on a encore fait évoluer Kitaro dans ses pouvoirs. Je vous avais dit, la semaine dernière, en fin d'épisode 2, il me semble que Kitaro arrive un petit peu à bout des pouvoirs qu'il peut utiliser. Je pense qu'il va pas tarder à évoluer encore à une étape supérieure. Et c'est ce qui s'est passé ici, parce que déjà quand il y a eu l'espèce d'énervement, je sais pas quoi, que Kitaro s'est senti investi de la mission de rassembler les yokai et les humains, vous avez vu qu'il y a l'énergie spirituelle autour de lui qui s'est rassemblée d'une manière un petit peu mauve, noirâtre sur certains bords, un peu comme une transformation Saiyan, tu vois, comme si du ki ressortait autour de lui. Déjà, ses capacités physiques ont été décuplées grâce à ça, et après on a vu de nouveaux pouvoirs, comme l'espèce de pouvoir électrique, il avait toute une aura autour de lui qui était très 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 belle à voir. On a vu qu'en termes de force physique, c'était plutôt pas mal, parce que quand il s'est enroulé sa veste d'énergie spirituelle autour de son bras et de son poing qu'il a tapé dans le sol, il a complètement fracassé le sol, avec un impact plutôt pas mal. Alors je pense pas que la force physique en soi, de Kitaro soit si élevée que ça. Je pense que c'est son énergie spirituelle. Si vous voulez un exemple, en fait, vous prenez Tsunade ou Sakura dans Naruto, vous savez que c'est pas leur force physique pure qui fait qu'elles ont autant de force, c'est parce qu'elles amassent le chakra dans les endroits où elles vont taper sur le poing et tout ça, et le chakra explose et ça fait cette puissance-là. Donc je pense que Kitaro cède de son énergie spirituelle, en plus il se protège sa main grâce à sa veste, faite d'énergie spirituelle, je pense que le lien est ici, pour justement générer des choses qu'il ne pourrait pas créer, enfin lancer des attaques et tout ça, des impacts qu'il ne pourrait pas faire avec sa propre force physique purement à lui. Le pistolet lumière, je ne sais plus comment ça s'appelle, est revenu aussi, toujours aussi cool que dans le premier épisode dans lequel c'est apparu. On a vu un petit peu les collègues de Kitaro qui se sont mis à se battre, c'était un petit peu ridicule, disons-le, sauf comment elle s'appelle, Mimine, je crois il l'appelle, Neko-ne-san, je crois elle l'appelle Mana. C'est un petit peu difficile parce qu'il n'y a pas les sous-titres, adaptent et transcrivent les noms japonais vers le français, mais en les changeant totalement. Du genre Neko-ne-san, ça devient Mimine, tu vois, bon ça ressemble à rien. Je m'y perds un petit peu, mais bon, on va s'y habituer. Mais les autres, là, le chauve, le vieux, la vieille, tout ça, bon, leur façon de combattre, elle est un petit peu ridicule, l'autre qui l'emmureur et tout, un petit peu ridicule, mais c'était cool de les voir se battre ici.
en tout cas aider Kitaro à vaincre l'ennemi le Tantanbo. Mimine au combat, elle était classe franchement, avec ce pouvoir de chat, les griffes et tout ça qui coupe un petit peu partout. C'était vraiment très intéressant. Bilan très positif encore une fois pour cet épisode-là. Je pense que l'épisode de la semaine prochaine, ça sera aussi un bilan très positif. Si vous avez vu la preview, on devrait élucider un petit peu les mystères ou le tabou de la forêt spirituelle dans laquelle vit Kitaro. Donc ça va être très très intéressant d'approfondir en fait les mystères un petit peu autour de cette œuvre-là. Je suis très content que dans cet épisode-là, eh bien la part de mystère qui est un petit peu disparue, en tout cas qui s'est faite un petit peu plus discrète par rapport aux 2 premiers épisodes, a laissé place à de jolis messages, à de jolies scènes d'action, qui n'étaient pas là juste pour meubler, c'était pas de l'action pour de l'action. C'était de l'action nécessaire. Petite dernière chose en parlant de l'action, je conclurai sur ça. Il y a quelque chose que j'ai pas trop bien compris, alors c'est peut-être moi qui a manqué un truc dans la série, pourtant j'ai vu plusieurs fois les 2 premiers épisodes, mais bon, peut-être que j'ai zappé. Tout simplement, quand Kitaro et sa bande ont tué, entre guillemets, le Tantanbo et les 2 autres en face d'eux, eh bien, je me suis dit un truc, je me suis dit merde, c'est bizarre, il lui parle de rassemblement, mais au final, il va lui fracasser la gueule et il le tue. Sauf que non, il l'a pas tué. Il y a eu un petit peu comme une espèce de purification d'âme. Vous avez vu qu'une fois qu'ils ont été tués, entre gros guillemets, il y a eu cette espèce d'âme qui ressemble aux âmes dans Dragon Ball. Si vous prenez par exemple le film Gogeta, il y a les âmes et tout qui se déplacent, ça ressemble un petit peu à la forme de ça, un peu plus petit, un peu plus lumineux, comme si les âmes des yokai venaient d'être purifiées par Mimine, par Kitaro et tout ça. Donc je me demande encore une fois, et vous avez été déjà nombreux à m'en parler dans un commentaire, donc je vais pas spoiler, il y en a certains d'entre vous qui m'ont donné les réponses, mais si encore vous avez d'autres infos à me donner, parce que vous m'avez dit si Kitaro était un yokai ou pas, vous m'avez dit si Mimine était un yokai ou pas, je dirai rien en zone commentaire, mais ce que j'aimerais savoir c'est est-ce que ces personnages-là ont un rôle en fait, un petit peu comme des Shinigami dans Bleach, de purifier les âmes un petit peu perdues, les âmes qui tournent mal comme ça serait celle des holos dans Bleach, là ça serait les yokai, est-ce qu'ils sont chargés d'une mission ? Ou est-ce que, naturellement, le fait de te faire tuer en tant que yokai par quelqu'un qui possède une énergie spirituelle élevée, ça te purifie ? J'ai eu un petit peu du mal à comprendre pourquoi les âmes apparaissaient comme ça. Je pense pas que ça soit juste une question de censure, du genre fallait montrer l'âme pour pas que les petits enfants japonais se mettent à pleurer en disant « Ah, il est mort le yokai », non. Je pense que c'est quelque chose de plus profond que ça, de plus réfléchi. Dites-moi en un commentaire si vous avez la réponse à ça. En tout cas, je vous remercie énormément pour tous les soutiens que vous apporterez à cette vidéo-là. Prenez tous très très bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.